RTCI nous réunit. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Donia Cheuch. Bonjour. La bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO, est très souvent ignorée du grand public et des malades eux-mêmes. D'ailleurs, cette maladie n'est généralement découverte que lorsque les dégâts irréversibles sont déjà importants. À l'occasion de la journée mondiale de la BPCO, découvrez l'essentiel sur ce terrible fléau, troisième cause de mortalité dans le monde, avec nos invités, le professeur Habib Ordira, chef de service de pneumologie à l'hôpital Abderrahmane Memi de l'Ariana, président de l'association de promotion de la pneumologie et de l'allergologie, et le professeur Nawel Cheuch Besbes, chef de service de pneumologie à l'hôpital Abderrahmane Memi de l'Ariana. Bonjour à tous deux. Bonjour. Et puis, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, malgré de nombreuses campagnes d'information, la BPCO reste encore à l'échelle mondiale une maladie méconnue du grand public. Pourtant, elle est, nous dit-on, la troisième cause de mortalité dans le monde. Alors, ma première question, ça serait, qu'est-ce que la BPCO ou bronchopneumopathie chronique obstructive? Oui, merci. La BPCO, en fait, c'est une pathologie qui va donner une obstruction bronchique. C'est-à-dire une limitation des débits. Et cette obstruction bronchique, elle va se traduire par une gêne respiratoire, essentiellement une dyspnée. Malheureusement, ça va être une diminution du souffle, on va dire ça comme ça. Voilà, exactement. C'est une diminution du souffle. Il n'y a pas de terme en arabe qui traduit la BPCO. Donc, c'est essentiellement une diminution du souffle avec une gêne respiratoire, essentiellement au moment des efforts. D'accord. Et on dit que c'est non réversible? Oui, c'est un trouble ventilatoire obstructif qui n'est pas complètement réversible. Bien, on va voir un petit peu les causes, mais auparavant, j'aimerais savoir si c'est fréquent et est-ce qu'on a quelques chiffres dans le monde ou en Tunisie. Je me tourne vers vous, professeur Dira. Oui, absolument. En fait, c'est une maladie, il faut dire qu'elle est causée par le tabac parce qu'en fait, elle suit un peu dans chaque pays la prévalence du tabagisme ou l'importance du tabagisme. Elle est actuellement de mieux en mieux connue, mais elle n'était pas très bien connue. Il y avait beaucoup de confusion avec d'autres maladies qu'on appelait la bronchite chronique, l'emphysème. Oui. Il n'y a pas très longtemps que ça a été bien cadré quand on a observé effectivement qu'il y avait une diminution du calibre des bronches et une destruction du poumon qui était induite par le tabac. Et donc toutes ces maladies ont été groupées sous ce terme générique que je dirais la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc les chiffres que je vous donne sont probablement pas tout à fait exacts parce que c'est difficile de déterminer ça, il faut faire des spirométries, etc. Mais dans les pays où il y a eu des enquêtes faites avec mesure du souffle, on a estimé entre 3, 5, 6%, peut-être parfois on avance même le chiffre de 8% dans les pays où il y a un grand tabagisme. Donc ce qui est notable, c'est que c'est une maladie qui augmente en prévalence, c'est-à-dire qu'on est en train d'observer de plus en plus de gens qui ont cette maladie et parce que le tabagisme continue, parce qu'il y a d'autres facteurs aussi de pollution qui continuent à être prévalents dans certains pays, notamment dans notre pays. Alors autant les choses sont en train de se stabiliser, peut-être aux USA, peut-être en Europe, parce que le tabagisme est en train de se stabiliser, voire diminuer. Dans notre pays, vous savez que ça progresse énormément. Nous fumons du n'importe quoi, du tabac, on ne sait pas d'où ce qui vient, ce qui fait, c'est en train d'augmenter et c'est une maladie qui tue et tue beaucoup. Elle était, il y a quelques années, la 5e cause de mortalité. Actuellement, dans certains pays, elle est la 3e et on s'attend que d'ici 2020, ce sera peut-être la première cause de mortalité dans le monde. Donc c'est vraiment une épidémie qui est en train de nous tomber sur la tête avec une catastrophe et si on fait rien, ça va être la vraie catastrophe. Et il paraît que ça a doublé aussi chez les femmes. Exactement, le drame c'est que ça augmente aussi beaucoup et beaucoup plus rapidement chez les femmes parce que les femmes ne fumaient pas, elles sont venues au tabac et donc on voit que ça augmente beaucoup et vous savez, chez la femme, c'est encore plus dramatique parce que la femme va être appelée à faire plus d'efforts dans la vie courante pour assurer toutes les tâches qui lui reviennent. Il y a aussi, pour certaines femmes, des grossesses qui peuvent être un peu tardives et quand on a un souffle coupé, c'est difficile. Généralement, la maladie survient à partir de l'âge de 40 ans, mais chez certains, on la voit de plus en plus jeune actuellement parce que les gens fument beaucoup, ils fument du n'importe quoi. Donc effectivement, ça augmente chez les femmes. Et il y a autre chose, c'est qu'on se rend compte que la femme rurale faisait d'authentiques BPCO qu'on méconnaissait parce qu'on pensait que c'était peut-être une forme d'asthme et tout, parce qu'elles sont exposées non pas à la fumée du tabac, mais à la fumée de la biomasse, c'est-à-dire quand on brûle le bois pour cuire, enfin cette cuisson traditionnelle expose aussi à l'inhalation de fumée de la biomasse et nous avons d'authentiques BPCO.
Et nous savons, par exemple, nous avons fait une petite enquête à Kasserine, des femmes qui sont encore en mode rural et qui habitent dans la ville, en fait, mais encore en mode puissant rural, il y a à peu près 10% qui ont une BPCO, celle de plus de 40 ans. C'est quand même très important et c'était méconnu. Et c'est difficile d'avoir des chiffres, hein, notamment en Tunisie, parce qu'il y a beaucoup de malades qui s'ignorent en plus. Ils s'ignorent, ne consultent pas. Et beaucoup de médecins aussi pensent que quand il y a les symptômes, que le malade tousse, crache, soit un peu essoufflé, c'est normal quand on est tabagique. Et c'est ça qui fait que c'est difficile. Parce que les gens pensent qu'un fumeur, c'est normal qu'il soit un peu essoufflé. Oui. C'est le tabac, c'est l'atout du tabac. Donc on ne fait rien pour diagnostiquer. Donc là, il faut vraiment que tout le monde prenne conscience, aussi les médecins, hein, pour qu'ils sachent que quand quelqu'un fume, avoir d'atout, qu'il tousse, qu'il crache, qu'il ait de difficultés, un essoufflement quand il monte des étages, ce n'est pas normal, c'est peut-être la BPCO qui a commencé. Et il faut se rendre compte parce qu'aujourd'hui, on peut la traiter et on peut la prévenir. Donc il faut faire quelque chose. Très bien. Alors, quelles en sont les causes, hein, quelles sont les causes de cette bronchopneumopathie chronique obstructive? Oui, en fait, le principal facteur de risque de la BPCO, c'est le tabac. Il est responsable de la BPCO dans plus de 90% des cas. Et plus on fume, plus précocement, plus la quantité de la consommation tabagique est importante, plus la durée est longue, que les conséquences deviennent beaucoup plus importantes et le risque de BPCO devient beaucoup plus important. Donc, le tabagisme, c'est la principale cause, mais il y a également d'autres causes, notamment... Celle dont nous parlait à l'instant, et le professeur dire, la pollution, l'inhalation. La pollution aussi bien atmosphérique que la pollution domestique, l'utilisation de biocombustibles dans la préparation de repas ou bien dans les moyens de chauffage. Donc tout ça peut entraîner une BPCO. Souvent, c'est des choses sur lesquelles on peut faire quelque chose pour prévenir la maladie. Les infections bronchopulmonaires de la petite enfance, il paraît? Oui, mais c'est beaucoup moins incriminé que le tabagisme. Donc la principale cause de BPCO est le tabagisme. Et le patrimoine génétique, est-ce qu'il peut jouer? Il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être élaborées dans ce sens. Il y a quelques facteurs de risque qui sont mis en cause, mais les choses ne sont pas encore très claires là-dessus. Si on est asthmatique, si on est asthmatique, il ne faut pas fumer normalement aussi. Est-ce que ça peut jouer? Absolument. En fait, le tabac et la BPCO, ce sont des maladies qui touchent les bronches. Donc, les deux provoquent une inflammation. C'est vrai que la nature de l'inflammation n'est peut-être pas la même. Les cellules impliquées ne sont peut-être pas les mêmes, puisque dans l'asthme, surtout les mastocytes, les éosinophiles, deux types de cellules. Dans la BPCO, c'est surtout les macrophages et neutrophiles, mais c'est toujours le même organe qui est toujours altéré. Donc, quand vous additionnez les choses, c'est sûr qu'en étant asthmatique, si on fume en plus, on est garanti presque d'avoir ce qu'on appelle un déficit ventilatoire obstructif, c'est-à-dire la fermeture des bronches et la destruction du poumon. Donc effectivement, être asthmatique, ça expose au risque d'avoir une BPCO si on fume surtout, mais même si on ne fume pas, les asthmatiques maltraités, mal contrôlés, finissent par avoir un trouble ventilatoire obstructif fixe qui n'est plus réversible et qui définit aussi la BPCO sur un plan fonctionnel. Donc finalement, c'est un terme générique, on va dire, la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Tout à fait, c'est un terme générique où, c'est-à-dire avant, comme je vous ai dit, en fait, on parlait de bronchite chronique, c'est-à-dire quelqu'un qui tousse et crache tout le temps. On parlait d'emphysème quand le poumon avait des destructions qu'on observait sur le scanner. Et maintenant, on s'était dit que les malades présentaient tous les types d'altérations et que le tout revenait finalement à ce qu'il ait des difficultés à pouvoir expirer correctement l'air, que l'air était retenu dans le poumon et qu'on pouvait le mesurer par la spirométrie en observant que les débits d'air sont diminués. C'est ce qu'on appelle un déficit ventilatoire obstructif, c'est parce qu'il y a une obstruction des bronches. Et donc on a mis le terme générique de broncho, ça veut dire atteinte des bronches, pneumopathie atteinte du poumon, chronique parce que c'est pas aigu, et obstructif. Donc BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est un terme générique. D'accord, c'est bien clair. Alors comment se manifeste cette BPCO? Quels vont être les symptômes de la BPCO? Le principal symptôme de la BPCO est la dyspnée, c'est-à-dire le patient va être essoufflé à l'effort avec une gêne respiratoire. Au départ, c'est une gêne aux efforts importants, et ensuite, cette gêne respiratoire et cette dyspnée va devenir de plus en plus importante jusqu'à devenir aux moindres efforts. Et ça, c'est le principal signe clinique. Cependant, il y a d'autres symptômes, notamment une toux chronique. Et souvent, cette toux chronique, elle précède la dyspnée d'effort, mais malheureusement, elle est négligée par les patients. Souvent, les patients mettent ça sur le compte d'une toux secondaire à un tabagisme. Ils ne viennent pas consulter, malheureusement. Ils ne viennent qu'à un stade très avancé lorsque la dyspnée devient importante. Il paraît qu'il y a un symptôme qui est caractéristique, c'est la production de crachats le matin. Pas obligatoire le matin, mais c'est beaucoup plus fréquent le matin. Le patient, quand il se réveille, d'ailleurs, ils en parlent, ils disent que c'est la toux secondaire au tabagisme. C'est la
production de quelques expectorations le matin. Et elle est récidivante, elle est continue pendant essentiellement l'hiver, elle disparaît pendant l'été, elle est recrudescente chaque hiver. Mais le problème, c'est que justement, il ne consulte pas pour ce symptôme-là, mais le principal symptôme de la BPCO, c'est la gêne respiratoire pendant l'effort. C'est bien clair. Alors, comment on va diagnostiquer la BPCO? Tout à l'heure, professeur Dira, vous nous parliez de spiromètre. Qu'est-ce que c'est exactement d'abord un spiromètre? En fait, c'est un appareil très très simple où le sujet va avoir, si vous voulez, une forme de tuyau avec un embout qu'il met dans la bouche et il va souffler. Ah, facile. C'est très facile. Ça fait pas mal. Et donc, il y a, si vous voulez, maintenant dans les appareils modernes, forme de turbine qui tourne d'autant plus vite que le souffle est fort. D'accord. Et donc, après, vous avez un petit transducteur qui va changer la vitesse de cette turbine en un signal, en des mesures, si vous voulez, qui nous donne une idée de la capacité de ce sujet à faire sortir l'air plus ou moins rapidement. Alors, pour avoir une idée, c'est très simple. On va voir quelle est la quantité d'air qu'il peut souffler au maximum à la première seconde. D'accord. C'est ce qu'on appelle le VMS, le volume expiré maximal à la première seconde. Et ça nous donne une idée, si vous voulez, du diamètre des bronches et des capacités de la force du sujet à souffler. Et donc, ce VMS-là, donc ce volume expiré à la première seconde, si on l'exprime sur la quantité d'air total que le sujet peut sortir de ses poumons, nous avons un rapport. Ça s'appelle le rapport de VMS sur CV, capacité vitale, c'est-à-dire ce qu'il peut souffler. Alors ce rapport s'appelle le rapport de Tifno. C'est ça, un rapport de Tifno. Et s'il est inférieur à 70%, ça veut dire que le sujet a une BPCO. Il est atteint. Il arrive que certains sujets ayant de l'asthme peuvent par moment avoir une diminution, mais là, quand on leur donne des bronchodilatateurs, il revient à la normale. Pour la BPCO, c'est irréversible. Donc même si on lui donne des bronchodilatateurs, il restera toujours avec cette obstruction. Voilà. Et bien sûr, le VMS nous donne une idée de la gravité, si vous voulez, de cette obstruction. Et donc, en fonction, donc on peut avoir une BPCO légère, entre 50 et 80%, entre 30 et 50% c'est modéré, inférieur à 30%, un tiers du souffle prévu, c'est sévère. Voilà. Tout à fait, c'est bien clair. Alors, il y a d'autres examens, je ne sais pas, j'ai entendu parler de l'oxygène et du gaz carbonique qu'on mesure dans le sang, c'est ça? Alors, en fait, dans les formes les plus évoluées, quand le sujet a un VMS très bas, inférieur à tiers, là vont survenir des complications. Et donc on va faire d'autres examens pour voir si le sujet n'a pas développé ce qu'on appelle une insuffisance respiratoire chronique. Ça veut dire que les poumons n'arrivent plus à assurer leur fonction essentielle, qui est l'oxygénation du sang. Et donc on va mesurer dans le sang l'oxygène, soit directement en faisant une piqûre, soit par la saturation du sang en oxygène, par un petit appareil, un saturomètre qu'on met dans le doigt, et qui nous donne une idée de la saturation. Et c'est la saturation a baissé, donc l'oxygène a baissé dans le sang, c'est que vraiment on est dans une forme très évoluée qui s'appelle l'insuffisance respiratoire chronique, souvent irréversible, et le sujet ne peut plus vivre sans avoir une supplémentation en oxygène à domicile. Donc ce sont les gens que vous voyez vivre avec des tubulures dans le nez et branchés à un appareil qui leur donne de l'oxygène en supplément parce que leur poumon détruit, les bronches rétrécies n'arrivent plus à assurer leur fonction de ramener l'oxygène. Une aide respiratoire en permanence. Même chose, la capnie, en fait le CO2, c'est quelque chose que nous éliminons par les poumons parce que les cellules, quand elles fonctionnent, elles produisent du CO2. C'est ça la petite usine de la cellule humaine. Elle produit du CO2 et les poumons sont supposés, en respirant, éliminer le CO2. Donc si le sujet arrive à des stades encore plus évolués, il est dans ce qu'on appelle l'insuffisance ventilatoire. Il n'arrive plus à ventiler. Et là, le CO2 va s'accumuler dans le sang et on va avoir ce qu'on appelle une hypercapnie. Et quand il a une hypercapnie, il n'a plus besoin que uniquement de l'oxygène, mais aussi d'un appareil qui le ventile. Et on appelle ça une ventilation qu'on appelle non invasive, parce que les ventilations habituelles, on les fait avec le tube qu'on met dans la place dans la trachée. Là, bon, avec un masque, mais c'est un appareil qui le ventile. Donc le sujet devient dépendant d'un ventilateur. Professeur Habib Bardira, j'ai déjà assisté à certaines de vos conférences et je sais que vous aimez la preuve par l'image et souvent donc vous nous affichez des radiographies. Est-ce que là c'est intéressant une radiographie du poumon pour poser le diagnostic? Pour poser le diagnostic, on n'en a pas besoin réellement, c'est une spirométrie. Bien qu'on puisse voir sur la radiographie du thorax des anomalies en rapport avec la BPCO. Mais je pense que la chose la plus importante pour laquelle nous faisons presque systématiquement une radiothorax, parce que c'est un sujet fumeur
donc aussi exposé au cancer du poumon. Quand il vient avec des symptômes, on est obligé de faire une radio pour voir s'il n'a pas une lésion pouvant être un cancer du poumon. Sinon, si il n'a pas de cancer du poumon, s'il est BPCO, chez beaucoup de sujets, nous allons voir que ses poumons sont très distendus parce qu'il n'arrive pas à sortir l'air comme quelqu'un de normal. Donc, il va avoir un trapage d'air. L'air est maintenu, donc il va être distendu. Et on va avoir aussi les bronches, on les voit inflammées. Ça s'appelle un syndrome bronchique. On voit l'inflammation des bronches. Et une des complications aussi, quand le sujet, la quantité d'oxygène dans le sang diminue, c'est qu'il va avoir des complications même sur le cœur droit, parce qu'il y a une réaction réflexe quand il manque d'oxygène. Les artères pulmonaires vont avoir ce qu'on appelle une vasoconstriction. Donc, elles vont réduire leur calibre pour, si vous voulez, équilibrer un peu le manque d'oxygène. Parce qu'il y a moins d'oxygène, ils disent, allez, je vais envoyer moins de sang, puisqu'il n'y a pas assez d'oxygène. Et ça, quand les vaisseaux pulmonaires sont rétrécis, le cœur droit doit pomper le sang ou éjecter le sang devant un obstacle qui est très fort, et il va devenir défaillant. Donc on va avoir ce cœur droit, donc l'insuffisance cardiaque droite, qu'on peut voir aussi sur la radio parce que le cœur est gonflé, parce que les artères sont visibles, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, donc les îles pulmonaires sont gonflées, et puis il y a beaucoup de distension et le syndrome bronchique. Merci. Alors on nous dit que la BPCO altère considérablement la qualité de vie des malades. Dites-moi, professeur Cheouch, quelles peuvent être ses conséquences? La principale complication de la BPCO, c'est l'handicap respiratoire et l'évolution vers l'insuffisance respiratoire chronique. Donc le patient va devenir de plus en plus dyspnéique, il a de plus en plus de gêne respiratoire aux moindres efforts, il va plus subvenir à ses besoins habituels, notamment même se raser, ça devient très difficile pour le patient, il n'est plus autonome. Donc, et cette insuffisance respiratoire chronique, c'est un handicap. Le patient va avoir recours à une oxygénothérapie, comme l'a dit Serdi, donc il va dépendre d'un petit appareil qui va délivrer de l'oxygène. Ça, c'est la principale complication, mais il y a beaucoup d'autres complications. Des complications cardiovasculaires, comme il disait à l'instant. Avec une insuffisance cardiaque essentiellement droite, mais également d'autres complications. On parle actuellement d'une maladie systémique carrément, parce qu'elle peut atteindre plusieurs organes. On peut avoir une ostéoporose, plus de dépression. Ça touche probablement plusieurs organes, en fait. D'accord. Un stade évolué de la maladie, bien sûr. Je voudrais revenir sur le point que vous avez dit, la qualité de vie. Oui. Alors, ce qui a changé avant, si vous voulez, à 50 ans, on était vieux. Et donc, de toutes les façons, on ne bougeait pas beaucoup. Actuellement, 50 ans, 60 ans, c'est la pleine force de l'âge. On est en pleine force de l'âge. Et nous avons besoin de notre souffle, parce que moi, je les vois. Les sujets à 50 ans, imaginez qu'il lui manque du souffle. Ça va altérer tout. C'est-à-dire qu'il ne pourrait plus marcher, faire voyager, monter pour aller s'occuper rapidement. De ses enfants. Parce qu'il est dans les aéroports, et s'occuper de ses enfants. Les relations sexuelles aussi, elles sont très altérées quand on est handicapé, alors que 50 ans, il est encore jeune. Après, si vous voulez, même à 60, 70 ans, il va avoir des petits-enfants, il va les accompagner à l'école, il doit prendre ce petit-enfant, il doit marcher avec lui beaucoup, et toute cette vie-là est altérée parce que quand le souffle est coupé, c'est catastrophique. Il doit marcher avec ses amis, il doit s'arrêter. Les gens qui vont à la mosquée, certains font toutes leurs prières à la mosquée. Dites-vous que beaucoup arrêtent d'aller à la mosquée parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils ont, à chaque fois, ils doivent s'arrêter parce que les gens avec eux, les voix qui sont diminuées, les gens, vous savez, ne veulent pas trop montrer leur maladie, donc beaucoup se voient obligés de rester de plus en plus chez eux. C'est ce qu'on appelle renferment sur eux-mêmes. Voilà. Et puis ça aggrave la situation, puisque moins ils marchent, plus ils seront déconditionnés, et moins ils marcheront. Et après, le déconditionnement, ça touche aussi les muscles respiratoires. Oui. Donc s'ils ont une infection virale qui vient, ils ne pourront plus faire face, ils seront encore plus fatigués. On entre dans cette... D'ailleurs, dans le traitement, il y a un réentraînement à l'effort par des activités physiques. D'ailleurs, parlons-en un petit peu du traitement. On nous dit qu'il n'y a pas de traitement capable de guérir la BPCO, mais vous avez des armes thérapeutiques qui vont stopper l'évolution de la maladie et surtout améliorer cette fameuse qualité de vie des malades. Alors en fait, comment va se faire la prise en charge d'un malade? Quels sont les traitements disponibles? En fait, on a plusieurs traitements dans le but essentiellement justement d'améliorer les symptômes du patient. C'est effectivement une maladie irréversible, donc on ne va pas malheureusement pas pouvoir guérir mais on va stopper l'évolution. Exactement, et c'est très important d'arrêter l'évolution de la maladie. Donc on a plusieurs volets thérapeutiques. On a les traitements médicamenteux, notamment essentiellement les bronchodilatateurs. C'est des traitements qui sont administrés par inhalation. Donc il y a plusieurs dispositifs d'inhalation et ça permet de soulager le patient, d'améliorer un peu l'obstruction bronchique et donc d'améliorer les symptômes. Mais
Mais également, on a d'autres moyens non médicamenteux, tels que la réhabilitation respiratoire, et on a d'autres moyens. Mais le principal élément pour le traitement, c'est d'éviter l'évolution de la maladie par la prévention des épisodes aigus, notamment des exacerbations. Et puisque la cause principale des exacerbations, c'est les infections, donc tout malade qui a une BPCO doit avoir une vaccination systématique antigrippale et antipneumococcique. C'est bon de le dire à cette période où le vaccin est arrivé. Je vais dire quelque chose Dites-nous. sur en fait, la notion de guérir. Je vais me faire un peu l'avocat, non pas du diable, mais du patient. Parce que, en fait, nous sommes piégés par nos définitions. Quand on dit que la BPCO, on ne peut pas la guérir, ça veut dire quoi? C'est vrai que les lésions anatomiques, les destructions, le rétrécissement des bronches, on ne peut pas les réparer. On peut pas les réparer. Et c'est vrai que le VMS, on ne peut pas le changer. Mais qui s'en fout, en fait, du VMS, sauf pour le faire le diagnostic? Parce que le patient, dans sa vie courante, il ne fait pas du VMS. Non. Ce VMS, il doit... Il ne va pas souffler tous les jours dans le spiromètre. Et fortement. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le handicap. Et bien, dites-vous aujourd'hui qu'il y a un niveau de handicap qui devient très gênant pour le patient. Et avec les traitements dont nous disposons et les méthodes de réhabilitation et de sevrage tabagique, nous pouvons guérir le patient, c'est-à-dire qu'il n'a plus la gêne qu'il avait avant. Voilà. C'est essentiel. Donc, si on réfléchit en s'orientant vers le patient et non plus vers la maladie comme avant, voilà, en prenant des paramètres que nous avons inventés pour le diagnostic et les prendre comme les caractères de guérison pour donc, le patient. On guérit les symptômes. Si on lui donne le traitement et la réhabilitation, ce patient souffrait du fait qu'il ne pouvait plus aller à la mosquée, il va réaller à la mosquée, donc il est guéri. Il ne pouvait plus monter les escaliers. Etc. Donc nous pouvons réduire le handicap pour le mettre dans un niveau compatible avec la vie courante du sujet sans poser de gros problèmes pour lui. Donc on peut la guérir en fait. Très bien. C'est pourquoi nous sommes piégés par le fait d'avoir défini sur le VMS et dire le VMS ne change pas, donc la maladie ne guérit pas. C'est pas grave, la maladie ne guérit pas, le patient guérit. D'accord, donc on va dire qu'en fait l'objectif de la prise en charge, ça va être de diminuer les symptômes et d'améliorer la qualité de vie en fait du patient. Alors ces symptômes... Diminuer les exacerbations aussi, on va parler des exacerbations. C'est-à-dire que le sujet, quand il vit avec sa BPCO, il a des symptômes chroniques. Oui. C'est vrai, il y a ce handicap, ce manque de souffle. Et il peut avoir plus ou moins des complications. Mais il y a aussi un phénomène qui survient de temps en temps, peut-être 1 ou 2 fois par an, mais qui est très gênant. C'est là ce qu'on appelle l'exacerbation. C'est des pics. C'est-à-dire, voilà, ce sont des pics où la fréquence, la toux devient plus abondante. Ça change de couleur habituellement, ça devient verdâtre, purulent, donc très gênant. Et surtout, il est encore plus essoufflé que d'habitude. Et souvent, ce sujet est obligé de s'absenter de son travail, de rester chez lui parce qu'il atteint un seuil où ça devient difficile à vivre. Et certains sont même hospitalisés pour ça. Donc, c'est ce que nous appelons des exacerbations. Et donc, actuellement, les traitements ont montré leur capacité surtout à réduire le degré de handicap, donc cette difficulté, cet essoufflement, et aussi à diminuer la fréquence des exacerbations. Et ça, c'est le plus important, en fait, pour le sujet. Vous voyez, donc, c'est vrai que pour le moment, à part le fait d'enlever le tabac, le sevrage tabagique, ou peut-être la réhabilitation, les traitements médicamenteux, aucun ne peut prétendre dire que j'augmente la survie. Mais ce n'est pas le plus important. Pour nous, il est plus important d'ajouter de la vie aux années plutôt que des années à la vie. Parce que ce malade, il est tabagique, il peut avoir d'autres maladies, et la plupart vont mourir d'autre chose que de la BPCO. Mais les années qui leur restent à vivre, ils vont les vivre très, très difficilement à cause de la BPCO. Donc la BPCO, c'est la souffrance de tous les jours. Et donc nous, ce qu'on veut surtout, c'est que ces années qu'ils vont vivre, qu'ils soient avec encore plus de vie et de possibilités de bouger, de possibilités de participer dans la famille, à prendre en charge les petits-enfants, à voyager, pourquoi pas, à sortir, à faire du sport, à vivre tout sans simplement. être gêné. Donc c'est pourquoi on dit on ajoute de la vie aux années et c'est le plus satisfaisant pour ces patients. Alors je reviens un petit peu sur le traitement, donc l'arrêt du tabac, première chose, arrêter de fumer. Ensuite donc vous avez dit des médicaments, les bronchodilatateurs, les fluidifiants bronchiques peut-être? Pas de fluidifiants. Par contre, si vous voulez, les traitements qui ont montré leur capacité à améliorer la vie dans les années sont, comme vous l'avez dit, il y a 3 classes. Les corticoïdes inhalés, donc on nous prend par inhalation, par des inhalateurs. Ce qu'on appelle aussi les bêta-2 de longue durée d'action sont des bronchosympathomimétiques bêta-2. C'est leur nom. Le nom courant, on les appelle les LABA parce que le terme est anglais, mais c'est resté... maintenant, ça devient de l'anglicisme. Tout le monde dit LABA. Et puis, les anticholinergiques qui sont aussi
de longue durée d'action qu'on appelle les LAMA. Bon, et qu'on trouve en Tunisie. Ils sont, bien sûr, ils sont en Tunisie. Et donc, vous avez ces 3 classes thérapeutiques qui sont utilisées. Toutes ces classes ont montré leur capacité à diminuer les symptômes, surtout le handicap, et diminuer la fréquence des exacerbations, ce qui est aussi très gênant pour les patients. J'aimerais revenir sur la réhabilitation. Ça consiste en quoi, en fait? Alors, en fait, ça consiste à favoriser chez ce sujet un effort répété pour que les muscles ne soient plus déconditionnés. Donc, il va petit à petit reprendre un effort. Alors, cet effort... On va essayer d'améliorer sa résistance à l'effort. Alors, ses capacités à l'effort. Donc, nous avons aussi un test qui s'appelle le test de marche de 6 minutes. C'est-à-dire, le sujet, on va... Vous en avez des tests. Ah oui, Oui. tout est basé sur des tests. Oui. Donc, on va inciter le sujet à marcher à son rythme et on va, après 6 minutes, voir la distance qu'il a faite en 6 minutes. Et donc, ça nous donne une idée un peu du degré de handicap. D'accord. La distance qu'il parcourt en 6 minutes. Et après, quand on lui donne des traitements, et ça a été démontré que ça améliore, en fait. Il peut marcher plus en 6 minutes, il peut faire une distance supplémentaire, comme je vous ai dit, alors qu'il ne pouvait pas atteindre la mosquée, il va atteindre la mosquée sans s'arrêter. Donc, les traitements sont capables, effectivement, d'améliorer cette distance de marche et diminuer les exacerbations, c'est très important. Alors, peut-être ce qui est récent et ce qu'il faut dire, c'est qu'avant, on pensait que les traitements étaient presque équivalents, mais en fonction des stades, on associait plus ou moins, etc. D'accord. Actuellement, d'ailleurs, c'est un travail de consensus qu'on avait fait avec le professeur Cheuch dans le cadre de l'association la promotion de la pneumologie et de l'allergologie. Maintenant, c'est clair, si vous voulez, il y a des BPCO chez qui nous suspectons, disons, un chevauchement avec l'asthme. Et le terme s'appelle ACOS, Asthma COPD Overlap Syndrome. Chez ces sujets, on est obligé de leur donner des corticoïdes inhalés parce que ils sont asthmatiques, et chez les asthmatiques, les corticoïdes inhalés sont obligatoires. Et souvent, on associe aussi les bêta-2 longue action et parfois les LAMA. Mais avant, on pensait que les corticoïdes, c'était pareil pour tout le monde. On a beaucoup donné des corticoïdes à tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, il y a des nouvelles études qui sont sorties qui nous disent, en fait, si le BPCO a un asthme associé, il faut donner des corticoïdes avec les autres, mais s'il n'a pas d'asthme associé, probablement associer les 2 autres traitements qui sont les LABA et les LAMA, ça fait mieux, ça diminue encore plus les exacerbations que si on leur donnait des corticoïdes. Alors dites-moi, est-ce qu'il existe des moyens préventifs? Bon, le tabac, bien entendu, ne pas fumer. Ouais. Déjà. La prévention passe essentiellement par le sevrage tabagique. Oui. Donc, quand on est BPCO, il faut arrêter de fumer. D'accord. C'est l'élément le plus important pour stopper l'évolution de la maladie. Donc, il y a des consultations d'aide au sevrage tabagique, c'est gratuit, ça permet d'aider le patient pour arrêter de fumer, avec une prise en charge notamment sur le plan psychologique, sur le plan comportemental et sur la dépendance nicotinique. D'accord. Donc ça, c'est très important. Et après, il y a la prévention primaire pour éviter l'apparition d'une BPCO en fait, donc il ne faut pas fumer. Donc, et là, c'est plusieurs intervenants pour diminuer au maximum le risque de commencer à fumer. Et c'est essentiellement les jeunes, il faut cibler les jeunes pour qu'ils ne commencent pas à fumer. Est-ce qu'on peut dépister précocement la BPCO? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu quand même avec un dépistage précoce? La cause principale, le facteur de risque essentiel est le tabac. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de faire des campagnes de sevrage tabagique, pousser les gens. Parce que de toute façon, dépister, oui, mais c'est mieux d'arrêter de fumer. Donc le plus important, c'est ça. Ensuite, si le tabagique, oui, surtout s'il continue à fumer, parce qu'en fait, s'il arrête de fumer, spontanément, la maladie va de loin s'améliorer sur le plan symptômes et il aura une obstruction fixe, bien sûr, mais il vivra beaucoup mieux parce qu'il aura moins de sécrétion, il aura moins de handicap. Donc c'est pourquoi il faut centrer sur le tabac. Par exemple, quand on fait une visite chez le médecin de première ligne, chez le généraliste, systématiquement, on nous prend la tension. La mesure de la tension artérielle. Pourquoi est-ce que systématiquement, lorsque le médecin sait que son patient est fumeur, il ne fait pas souffler dans le spiromètre, par exemple? Il devrait, surtout qu'il y a des petits appareils qu'on appelle des débitmètres de pointe, qui mesurent le DPI le plus fort, qui coûte 19 dinars, en fait, ou 20 dinars. D'accord. Donc c'est un petit appareil. C'est vrai que la mentalité doit changer dans ce sens, que chaque médecin ait un débitmètre, et chaque fois qu'un patient entre sur le tabagique, il lui mesure le souffle, au moins il lui fait prendre conscience qu'il est en train de développer une maladie liée au tabac et entamer tout de suite un programme de sevrage tabagique. Ah oui. Et ce sevrage tabagique, beaucoup de patients viennent voir, oui, j'ai essayé les patchs, j'ai essayé ça. En fait, c'est pas d'essayer. Si nous fumons et si nous voulons arrêter de fumer, il faut entrer dans un plan de sevrage qui est coaché par un médecin, un tabacologue, quelqu'un qui est connaisseur de ça. Parce que nous ne fumons pas tous pour les mêmes raisons. Nous, certains, c'est parce que c'est une dépendance à la nicotine et ils doivent être traités par des patchs, mais certains fument aussi pour des rituels. C'est un rituel qui le pousse à pousser. Pour d'autres, c'est des facteurs psychologiques. Donc,
il faut vraiment décider, aller voir un tapacologue. Et si une fois, ça n'a pas marché, il ne faut pas baisser les bras, faut pas laisser tomber. Voilà. Le plus important, c'est le sevrage. Après, dépistage, oui, c'est important, mais le sevrage tabagique, c'est le plus important. Nous en arrivons déjà à la fin de cette émission. Alors quand même, avant de nous quitter, j'aimerais quelques conseils à l'intention de nos auditeurs. Je m'adresse à vous, professeur Cheouch. Le conseil principal que je donnerais, c'est de ne pas fumer. Et même si on a commencé à fumer, c'est d'arrêter le plus rapidement, le plus précocement possible pour éviter justement l'installation de complications et essentiellement l'installation du BPCO qui est à l'origine d'un handicap respiratoire très important. Recommandations et mots de la fin, professeur Dira? Oui, moi je m'adresserai directement au tabagique. Je lui dis, monsieur, madame, si vous fumez, que vous toussez, vous crachez et que vous êtes essoufflé, ce n'est pas normal. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être la BPCO. Consultez, on vous fera une spirométrie. Vous allez voir que peut-être vous avez des dégâts que vous ne pensez pas du tout avoir dans les poumons. Si vous arrêtez de fumer, on peut vous aider avec des médicaments. Vous allez être guéri. La maladie restera peut-être, mais vous serez guéri, c'est-à-dire vous reprendrez votre vie correctement. Merci, professeur Habib Rdila. Je rappelle que vous êtes chef de service de pneumologie à l'hôpital Abdelrahman Memi de l'Ariana, président de l'association de promotion de la pneumologie et de l'allergologie. Merci à vous, professeur Nawel Cheouch Besbes. Je rappelle que vous êtes également chef de service de pneumologie à l'hôpital Abdelrahman Memi et membre également de cette même association, l'association de promotion de la pneumologie et de l'allergologie. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et puis surtout bonne santé à tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Dunia Cheouch.